Parashat Trouma. On va apprendre dans cette paracha un sujet qui est hyper important, qui nous rencontre ou qu'on rencontre tous les jours et qui en même temps va répondre à une des questions que j'ai reçues suite au dossier sur la culpabilité, qui est l'ego, dans la perfection. Est-ce que la perfection c'est l'ego? Est-ce que c'est l'ego qui nous pousse à la perfection? On va essayer, grâce à cette paracha, de mettre le doigt sur qu'est-ce que le perfectionnisme. On va pas pouvoir entrer dans tous les détails, mais on va essayer de rapidement faire la distinction entre l'ego, le perfectionnisme, etc. Le début de la paracha, c'est Hachem qui demande à Moshe de dire au peuple d'Israël de prendre une trouma, c'est-à-dire un prélèvement de ce qu'ils ont, et de l'offrir pour le Mishkan, pour le Mikdash. Il y a écrit Ve'asuli Mikdash ve'shochanti betocham. Vous prendrez un prélèvement et vous me ferez un Mikdash, un endroit où ve'shochanti betocham, je résiderai parmi eux. D'accord, écrit dans le Mikdash, il y a écrit parmi eux. Alors évidemment, il y a des milliers d'explications. Mais on va essayer de ramener ça à notre sujet. Qu'est-ce que nous, on peut apprendre pour notre quotidien? On va parler un peu du perfectionnisme. Qu'est-ce que c'est le perfectionnisme? Et on va voir comment ça relie à notre paracha. Le perfectionnisme, il n'est ni bien ni mauvais. On n'est pas là à juger s'il faut ou s'il ne faut pas. On va juste le définir pour savoir comment l'appliquer dans les avantages et s'éloigner des limites que ça peut amener le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est vouloir faire bien les choses. Plus que ça, c'est faire à ma manière. Ça veut dire que moi, j'ai une idée dans ma tête de la perfection, forcément, parce que je suis une personne, et je suis convaincue que c'est la meilleure façon. D'accord ? C'est un des traits, attention, on ne pourra pas rentrer dans tout ce qui est le perfectionnisme, c'est énorme, d'accord ? Donc un des traits, c'est je sais exactement ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas, c'est exactement comme moi je pense, et finalement c'est ce qui est bien. Voilà. Donc déjà il y a un jugement subjectif qui est énorme. Ça veut dire que c'est moi avec ce que je pense, avec mes tenants et mes aboutissants. Ça ne veut pas dire que c'est faux, d'accord ? Mais ça veut dire que ça n'appartient qu'à moi, sachant que chacun il a sa vérité ou sa façon de voir les choses. Donc déjà ça relativise la vérité, d'accord ? Donc quand moi je vais être perfectionniste dans mes actions, d'accord, je vais imposer à l'autre, on va parler que par rapport à l'autre pour l'instant, je vais imposer à l'autre ma façon d'être, ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon de réfléchir, peu importe, d'accord, dans tout ce que ça se traduit. Donc ce perfectionnisme, quand j'ai dit que ça pouvait venir de l'ego, en fait, on a l'impression qu'on détient nous seuls la vérité, d'accord ? On a l'impression qu'il n'y a pas mieux que nous pour faire cette action. Alors il y a des actions où forcément, oui, c'est vrai, il y a nous, il y a la Mishnah qui dit Bimkom she'en ish ishtadel liot ish, dans un endroit où il n'y a pas d'être d'homme pour faire ce qu'il y a à faire, fais-le. Évidemment qu'on a cette obligation d'agir quand c'est à nous d'agir. D'accord ? Maintenant, le problème, c'est d'où vient cette volonté de perfection ? Une deuxième difficulté, c'est est-ce que le résultat, il m'appartient vraiment ? Donc il y a deux difficultés. Un, finalement, est-ce que j'ai conscience que le résultat ne m'appartient pas ou pas ? C'est-à-dire que quand je vais aller rajouter une touche et refaire une touche et refaire une touche, je donne l'impression, ou peut-être que j'en suis même convaincue, que c'est entre mes mains. Donc on a mis quelque peu Hachem de côté, sachant que le résultat n'est que Hachem finalement. Nous, on est là que pour faire des efforts, on n'est pas là pour un résultat parce que le résultat il n'est pas entre nos mains. Et deuxième chose, deuxième idée, d'où vient ce perfectionnisme ? Est-ce qu'il vient de quelque chose de sain ou pas ? Alors, je vais expliquer ce que je veux dire. Le perfectionnisme, il peut venir du je fais bien les choses, je sais ce que je fais, j'ai confiance en moi, je fais, j'y vais, et le résultat, il viendra ce qu'elle viendra, ça c'est Hachem. C'est ok, c'est sain, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça peut aussi venir d'un endroit où j'ai besoin de prouver au monde que je sais, que je peux, que moi je réussis, que moi je connais. C'est-à-dire qu'indirectement, ça vient d'un endroit douloureux, d'une blessure. On a besoin de prouver quelque chose à nous-mêmes parfois ou à l'autre. Et là, ça devient compliqué. Pourquoi ? Parce que le perfectionnisme va demander beaucoup d'efforts.
va demander beaucoup d'investissement, va demander beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que quand on veut aller jusqu'au bout de la chose, coûte que coûte, parce que moi j'aime que ça soit parfait et que c'est comme ça, eh ben, on attend en retour souvent le regard de l'autre, l'approbation de l'autre, l'applaudissement de l'autre. Quand ça vient de cet endroit de inconsciemment, attention, c'est souvent inconscient, quand ça vient de cet endroit-là, alors là c'est difficile à vivre, et pour l'autre, et pour la personne qui vit ce perfectionnisme. Pourquoi? Parce que l'autre il comprend rien, il t'a rien demandé, et toi tu vas et tu rajoutes une couche, tu rajoutes jusqu'à que ce soit parfait, d'accord? Donc toi tu as mis un investissement énorme, donc tu attends des applaudissements énormes pour faire court. L'autre il voit même pas c'est quoi l'effort, il t'a rien demandé, mais toi tu es déçu, et ça crée des frustrations sur frustration sur frustration. Ça, c'est quand ça part de quelque part de douloureux, de difficile. Quand on veut prouver quelque chose à quelqu'un, quand on veut prouver, épater la galerie, ou quand nous-mêmes, on veut se prouver à nous-mêmes, parfois même. Ouais, je suis capable, je vais pas lâcher, je vais pas lâcher, au prix de me vider d'énergie, pour parler que de moi, alors que le résultat, finalement, n'est pas entre mes mains. Alors, je veux faire une parenthèse, clairement, on doit aller au bout de ce qu'on peut faire, c'est évident. C'est évident qu'on a un rôle sur Terre d'être humain, de faire ce qu'on a à faire. On a notre part de Ishtadlout, c'est sûr et certain. Mais il n'y a pas écrit qu'il fallait se tuer pour un résultat. Pourquoi? Simplement parce que le résultat n'est pas entre nos mains. D'accord? Donc c'est pour ça que le perfectionnisme, c'est très important de savoir d'où il vient et qu'est-ce qu'il m'apporte. D'accord? Le perfectionnisme en soi, s'il est bien géré, s'il n'est pas imposé à l'autre, s'il est dans la force, dans l'énergie bien cadrée de ce que je peux donner, c'est ok. Il n'y a pas de problème avec le perfectionnisme. Faire les choses bien, c'est aussi bien. D'accord? Mais c'est toutes les dérives du perfectionnisme. C'est tout ce que ça peut engendrer autour qui est compliqué. D'accord? Aussi bien autour extérieurement qu'autour à l'intérieur. On va prendre l'exemple d'une maman perfectionniste, au hasard. D'accord? Alors, je ne donne pas de cours de chinour, je ne donne pas de conseils de chinour, je ne suis pas bien placée, j'ai pas le niveau, je ne donne pas des cours de Shalom Bayit. Ce que je dis, souvent j'amène un exemple avec la maman ou le mari ou les enfants, c'est juste pour se remettre en question soi-même. Parce que avant d'être maman ou avant d'être papa ou avant d'être enfant, ou peu importe, on est un être humain, quel qu'il soit, d'accord? On est une femme, on est un homme. À partir de là, on peut grandir dans le papa, dans la maman, dans l'enfant, enfin voilà. À partir de là, nos rôles se redistribuent. Mais à la base, on est un être humain. Mais je donne des exemples avec les enfants ou avec le conjoint, peu importe, parce que c'est ce qui nous parle plus facilement, d'accord? Mais tout le temps, c'est à ramener à nous-mêmes. Tout le temps, il faut comprendre une chose, que on n'est responsable que de nous-mêmes, à la base, d'accord? En tout cas, en premier de nous-mêmes. Donc, on reprend l'exemple. Imaginons une maman perfectionniste, d'accord? Une maman qui supporte pas le balagan. Je vais prendre un exemple vraiment banal. Il n'y a pas de culpabilité à avoir pour le coup. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de comprendre ce que ça peut amener le perfectionnisme. Une maman qui supporte pas le balagan, mais genre vraiment supporte pas. C'est-à-dire il faut qu'on puisse manger par terre tellement c'est propre, voilà. Et qui a 5-6 enfants en bas âge plus ou moins. D'accord? Donc elle va être derrière à faire ménage, à refaire ménage, à refaire ménage, à multiplier le nombre d'enfants plus le nombre de secondes. Ça fait toute sa journée, nuit et jour. D'accord? Elle fera le ménage. Okay? Pourquoi? Parce qu'elle est perfectionniste, que sa maison elle soit propre. Maintenant, ce perfectionnisme, il vient d'où? Qu'est-ce qu'elle a besoin de prouver ou qu'est-ce qu'elle a besoin de se prouver? Est-ce qu'elle a besoin de se prouver que voilà, elle est capable d'assumer sa maison et que pour elle, c'est une façon d'assumer sa maison? Est-ce qu'elle est capable de prouver au monde que sa maison elle est toujours nickel? Est-ce que, peu importe d'où ça vient, ce besoin que ce soit nickel chrome. Attention, je ne parle pas de propreté ou d'hygiène, je parle d'obsession, d'accord? Donc d'où ça vient ce besoin de perfection à l'extrême? C'est ça, c'est là où on va déterminer si le perfectionnisme il est productif ou pas. Et donc quand elle va être derrière, ça va être quoi les dégâts collatéraux? Alors, sa maison, elle va être propre, on n'a pas de doute. Elle va s'épuiser. On va venir déjà directement. Elle va s'épuiser, d'accord? Parce que courir derrière des enfants toute la journée à vouloir faire ménage, c'est épuisant. Deuxièmement, qu'est-ce que les enfants ils vont recevoir? C'est-à-dire que notre perfectionnisme, il va tuer notre relation avec notre enfant. À se demander est-ce que ça vaut le coup ou pas. D'accord? Troisièmement, l'ambiance générale dans la maison. Ok? C'est-à-dire que l'état d'esprit de il faut que ça soit nickel ou sinon il n'y a rien qui va. Ça, c'est
Tout ça, c'est les messages qu'on va envoyer. Ça, c'est les messages les messages transparents qui passent à travers ce perfectionnisme de ménage, d'accord? Tout ça pourquoi? Ou parce que elle a besoin de se prouver qu'elle est une mère bien, ou qu'elle a besoin de prouver au monde que sa maison elle est toujours nickel, ou bien parce que non, j'aime faire les choses, j'entends ça, j'aime que ce soit propre. On ne parle pas de propreté, on parle de perfectionnisme. Quand c'est tout le temps obsessionnel, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit propre, ça soit propre, mais nickel, croc, c'est du perfectionnisme, d'accord? Et ce perfectionnisme-là, il est destructeur. Il est destructeur au niveau des relations, il est destructeur au niveau de soi-même, de son énergie à soi. C'est ça le perfectionnisme. Encore une fois, il faut qu'il y ait des règles, il faut que ça soit propre, il faut que ce soit ce que vous voulez, oui, mais quand ça tombe dans l'extrême de la perfection, il faut se demander qu'est-ce que ça m'amène cette perfection? C'est ça la question. Qu'est-ce que je veux prouver par cette perfection? On aime que les choses soient bien faites, oui, mais jusqu'où ça va me perturber, me déranger? Jusqu'où ça va entraver d'autres choses qui sont bien plus graves que deux peluches qui traînent dans la salle à manger? C'est ça la question. C'est toujours remettre les choses dans leurs proportions. J'ai pris l'exemple des enfants, ça se traduit dans tout et n'importe quoi. Ça doit être les enfants, le mari, le travail, nous avec nous-mêmes, peu importe. D'accord? Toujours se demander d'où vient ce besoin de perfectionnisme. J'ai envie de parler, enfin j'ai pas envie, mais je vais quand même parler, donc cette semaine on a vu la famille Bibas, et ça a été vraiment très symbolique. L'image qui est revenue, c'est la maman avec les deux enfants comme ça. Et il y a un symbole qui passe. Il y a quelque chose de, outre le fait de tout ce qui se passe, de tout ce qui se voit, d'accord, tout ce que tout le monde a vu ou tout ce que tout le monde a entendu, il y a quelque chose de symbolique qui est passé derrière, c'est le symbole de la mère. La mère, elle enveloppe ses enfants. On voit bien qu'elle était enveloppée elle enveloppait ces deux garçons dans tout ce qu'on a vu, on voit ça. La mère, elle enveloppe. La mère, elle donne. La mère, comment on dit, elle entoure l'enfant, elle entoure la maison. Elle est tout ce qui est encadrage arrondi. Ça veut dire qu'elle est là pour arrondir les angles aussi, évidemment. Voilà, elle est là pour protéger l'enfant, d'accord? Entre guillemets. Protéger, c'est très grossier, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, c'est vraiment dans le sens de entourer. Voilà. Et en fait, c'est très fort parce que, effectivement, on peut être perfectionniste, on peut vouloir certaines choses, mais il faut savoir jusqu'à quel point on choisit nos priorités. On revient toujours à la même truc. On revient toujours à la base. Quelles sont mes priorités? Il faut savoir comment on dit, je sais pas le mot, l'influence qu'a la maman dans la maison en général, d'accord? La maman, elle met l'ambiance. Elle met le timbre dans la maison de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe pas. Alors encore une fois, c'est pas pour culpabiliser personne. Tout le monde a des hauts et des bas. Tout le monde. Il n'y a pas, même du plus grand au plus petit, tout le monde a des hauts et des bas. C'est pas une culpabilité du tout. C'est juste une prise de conscience qu'il faut savoir d'où vient ce perfectionnisme. Ça veut dire que des fois, ce perfectionnisme, il vient... Nous, on veut faire bien. On part d'une bonne intention. On veut que ça soit propre. On veut que le repas il soit prêt à l'heure. On veut que les devoirs ils soient faits. On veut que les enfants ils soient douchés. On veut que tout ça en très peu de temps. Et il faut en plus que ce soit parfaitement fait avec un timing très serré et très bien organisé. D'accord? Parfois, il faut savoir lâcher un peu. Il faut savoir donner de l'espace. Il faut savoir mettre de l'espace aussi bien à l'intérieur de nous-mêmes qu'à l'enfant, qu'à nos relations dehors, peu importe. Il faut savoir prendre un peu de recul et se dire, ok, je lâche quelque chose. Je lâche quelque chose pour qu'il y ait autre chose qui se passe, pour qu'il y ait autre chose qui s'ouvre. Je ne donne pas ma vérité à moi, mes façons de voir à moi, que ça. Je donne la possibilité aussi à l'autre d'exister, de s'ouvrir, de proposer, de donner quelque chose qui va lui aussi injecter dans la vie de famille, que ce soit le mari, que ce soit les enfants, peu importe, l'autre en général. C'est-à-dire que je laisse un espace vide, entre guillemets, qui n'est pas vide, qui va se remplir par l'autre, d'accord, pour ouvrir un peu mes relations, pour ouvrir ma relation à moi-même, pour ouvrir les relations à l'autre, etc. Je laisse cet espace, ok? Qu'est-ce que ça nous rappelle?
Ve'asuli migdash, à partir de quoi? Hachem il demande, faites-moi un migdash à partir d'une trouma. Ça veut dire que Hachem il nous dit pas, donne-moi tout ton salaire et faites-moi un migdash. Pas du tout. Faites-moi un prélèvement. De votre perfection à vous, vous gagnez 10 000 shekels par mois, faites-moi un prélèvement. C'est-à-dire que c'est plus les 10 000 shekels, c'est plus l'entité, c'est plus la perfection. C'est pas la perfection que je veux. C'est juste une trouma, un prélèvement. C'est-à-dire que de tout ce que vous avez, faites-moi un prélèvement. Donnez-moi un peu de ce que vous avez pour que moi je puisse construire. C'est quoi ce un peu? C'est quoi cet espace que Hachem y prélève? Par exemple, là c'est pour l'argent en l'occurrence, mais dans notre vie, faites-moi une place dans tous vos quotidiens, dans toutes vos croyances, dans tout votre perfectionnisme, dans tout ce que vous voulez faire dans votre vie. Trouma, Nili Trouma, donne-moi une place, donne-moi un petit peu, laisse de l'espace vide. Effectivement, par exemple, quand vous voyez, on va faire les schémas avec un camembert, ok, vous enlevez une part du camembert, ok, il y a un espace qui se crée. Okay, et cet espace, cette part de camembert, Hachem dit, donnez-la moi. Donnez-le-moi. Et grâce à ça, Veshochanti betocham, je vais résider à l'intérieur de vous. À l'intérieur de ce camembert où il y a la place vide, où vous me laissez la possibilité de rentrer, là je vais rentrer. Et c'est magnifique parce que du coup, on a l'impression que quand on a retiré du camembert, on va garder notre image, bon, elle n'est pas extraordinaire, mais d'accord, quand on a retiré du camembert, on a l'impression que c'est plus parfait. On est loin de la perfection là. Oui, effectivement, on n'est plus parfait. Par contre, qu'est-ce qu'il y a? La différence entre la perfection, on est complet. C'est-à-dire que c'est pas parfait, a priori c'est pas parfait, de toute façon la perfection n'est pas de ce monde, d'accord, elle n'appartient que à Hachem. Par contre, notre camembert il est complet. Il n'est pas parfait, tout n'est pas du camembert, il y a une partie qui appartient à Hachem. Il y a une partie qui est Hachem. Tout le reste du camembert, c'est nous, c'est notre vie, c'est notre quotidien, c'est nos réactions, c'est nos relations, c'est notre salaire, c'est notre travail, etc. Par contre, la partie là, on a retiré. On s'est retiré, on a laissé Hachem rentrer dedans. On a laissé Hachem rentrer dedans, et là, ça fait complet. C'est complet. C'est pas parfait parce que ça se ressemble pas. Par contre, c'est complet. C'est complet. Nous sommes des êtres imparfaits. Clairement et nettement. D'accord? Tout le monde est imparfait. Si on est sur Terre, c'est qu'on est imparfait. Par contre, on est des êtres complets. Hachem, il nous a tout donné pour qu'on puisse arriver là où on doit arriver. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre la perfection et la complétude. Je pense que ça se dit. On n'est pas parfait, on est complet. Ou bien on est parfait dans notre imperfection. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire. Et le schéma, il est le même, on va le redescendre à notre niveau à nous, le schéma, il est le même par rapport aux relations avec l'autre. On est nous, un camembert entier, d'accord? On va laisser cette part, on va couper une part, on va la laisser à l'autre, de pouvoir entrer, de pouvoir nous donner. Alors c'est plus parfait, effectivement, la maison elle est plus nickel. Par contre, lui, il a le droit de jouer de temps en temps et de laisser traîner un Lego. Par contre, lui, il a le droit de laisser son verre de café, il a oublié de traîner. Par contre, lui, il a le droit de laisser sa machine en l'air, etc. Peu importe, d'accord? C'est laisser la place à l'autre. Non, on n'est pas parfait. Il faut casser cette perfection, justement. Cette croyance de perfection, parce qu'on n'est pas. Il faut casser, on n'est pas parfait. Il faut laisser la place à l'autre. Il faut retirer un peu de nous pour laisser l'autre rentrer. Et au niveau d'Hachem, évidemment, c'est de lui que vient le résultat. Aussi bien pour nous, c'est-à-dire dans notre camembert à nous où l'autre y rentre, aussi bien dans le migdash qu'on va faire à Hachem. D'accord? C'est-à-dire que rien n'est parfait. Mais le résultat n'est pas entre nos mains. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Nous, on doit prélever cette trouma. On doit faire un prélèvement. On doit tuer notre ego. C'est comme ça que nous, on fait notre prélèvement. On doit rabaisser et prendre conscience que l'on n'est pas parfait, que l'on n'a pas tout entre les mains, qu'on ne gère pas la relation avec l'autre comme nous, on l'entend, que l'autre, il existe, etc., en baissant notre ego. C'est là où le perfectionnisme et l'ego se rencontrent. D'accord ? Quand on croit détenir la vérité, la seule vérité, quand on veut que tout soit parfait, au risque de détruire l'autre sur notre passage, alors là, on a rencontré l'ego. Pourquoi? Mais ça vient d'une bonne intention. Ça vient d'un bon sentiment. Ça, on n'a pas l'ombre d'un doute. D'accord? Le problème, c'est comment je vais le concrétiser dans mes actions. Comment je vais le réaliser dans ma vie. D'accord? C'est-à-dire que imposer tout le temps, moi, mon perfectionnisme, parce que je détiens la vérité, parce que je sais faire mieux que les autres, parce que je laisse pas la place à l'autre. D'accord? Donc, le perfectionnisme et l'ego
se rencontre à partir du moment où je suis sûre de pouvoir faire mieux que tout le monde et tout le temps et j'ai la seule vérité, etc. Plus on va diminuer l'ego, plus le perfectionnisme va descendre et ainsi de suite. Le perfectionnisme et l'ego est très lié. C'est l'ego qui nous fait croire, c'est le mental, c'est tout ce qu'on se raconte, qui nous fait croire qu'on détient la perfection. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous sommes des êtres complets parce que Hachem nous a fait, parce que Hachem nous a donné exactement ce que nous, on a besoin. Ce que il nous faut pour grandir, aussi bien matériellement que psychologiquement, que physiquement, à tous les niveaux. Quand on prend conscience, qu'on s'arrête et qu'on dit « stop », en fait, qui je suis, qu'est-ce que je suis, on se rend compte que Hachem, il a donné exactement ce qu'il faut à chacun. Exactement ce qu'il faut dans les moindres détails, mais les moindres, vraiment les moindres détails. D'accord? Donc ça, il faut s'arrêter et prendre conscience de ça. Et on va finir avec quelque chose de joli sur Rosh Chodesh Adar. Il y a écrit que Rosh Chodesh Adar, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. D'accord? Celui qui rentre en Adar, Marbim Besimcha. Il doit multiplier la joie. Ok? Mishenichnas Av, il y a écrit dans la Gemara en parallèle, Mamit Besimcha. Il doit diminuer la joie. Alors, est-ce qu'il y a écrit que celui qui rentre au mois de Av, il doit multiplier la tristesse? Non. Il y a écrit qu'il doit diminuer la joie. Est-ce qu'il y a écrit que celui qui rentre au mois d'Adar, non, c'est l'inverse. Celui qui rentre au mois de Av, il doit multiplier, oui c'est ça, la tristesse, non, il y a écrit qu'il doit diminuer la joie. Et est-ce qu'il y a écrit que celui qui rentre au mois de Adar, il doit diminuer la tristesse? Non, il y a écrit qu'il doit marbim besimcha. Lui, il doit multiplier, rajouter de la simcha. C'est extraordinaire parce qu'on ne parle pas du tout de tristesse, d'accord? On parle juste de tempérer la simcha. Alors là, on doit être plus besimcha au mois d'Adar et au mois de Av, on doit être moins besimcha. Mais en fait, la simcha doit nous accompagner tout le temps. Juste au mois d'Adar, on doit augmenter cette simcha et au mois de Av, on doit diminuer cette simcha. Donc de ça, on apprend que la simcha, elle doit être là tout le temps, d'accord? Évidemment, on ne va pas rentrer dans ce que c'est la simcha et d'où ça vient, etc. Mais la simcha, c'est un travail, d'accord? Et ce qui est très beau, c'est que Mishenichnas Adar, Marbim et Simcha. C'est quoi Adar? En davar ra. Il n'y a pas de mauvaise chose. Alors, quand on prend conscience que En davar ra, Marbim besimcha. On n'a rien à faire, on est déjà plus besimcha. Quand on prend conscience que En davar ra, alors Marbim besimcha. C'est tout. Juste prendre conscience qu'il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal qui descend du ciel. Ce qui descend du ciel, c'est parfait pour nous. C'est parfait. C'est complet. Pourquoi? Parce que ça vient d'Hachem. C'est le seul qui est parfait. C'est le seul qui peut faire descendre la perfection. C'est le seul. Il n'y a que lui qui est Shalem ou Mouchlam. Il n'y a que lui. Nous, on est juste Mouchlam, on est complet. Lui, il est Shalem et Mouchlam. D'accord? Donc, quand on prend conscience de En Davara, il n'y a pas de mal qui tombe, qui descend, alors déjà, Marbim Besimcha. Bezrat Hachem. Donc, pour revenir, quand Hachem il demande on va prendre les mots exacts, si je les trouve, comme ça, voilà, on aura dit au moins des psukim, Veikrou li teruma, mais et kol ish, asher yidevenu libo. On va prendre une trouma de chaque personne selon la générosité de son cœur. C'est-à-dire quoi? Combien de place on veut laisser à Hachem dans notre vie? Combien on est prêt à être torem, à prélever de tout ce qu'on est, et de tout ce qu'on a évidemment, mais et de tout ce qu'on est pour laisser la place à Hachem, pour que lui, pour que lui, il puisse résider à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous du Ham Israël. C'est nous qu'on va décider, c'est nous qu'on va décréter combien on veut que Hachem il fasse partie de notre vie. Combien on va être torem, combien on va être torem de nous-mêmes, combien on va vouloir renoncer à notre ego, combien on va vouloir s'améliorer dans la conscience que c'est lui qui nous donne, combien on va vouloir diminuer notre place à nous pour laisser la place à Hachem. Pour laisser la place à Hachem. Ça veut dire que plus nous, on va travailler sur notre ego, plus on va travailler, on va essayer d'orienter cet ego vers quelque chose de positif, parce que l'ego, il ne faut pas l'enlever, il faut le travailler, ça aussi. Plus on va travailler cet ego, d'accord?
et plus on va laisser la place à Hachem. Et ça va être nous qui va déterminer combien cette trouma, elle va être donnée à Hachem. Combien cette trouma, elle va valoir. Combien cette trouma, je vais l'agrandir chaque jour pour laisser la place à Hachem. Un, de mon quotidien, et deux, de la conscience que le résultat n'est que entre ses mains. Bezrat Hachem, qu'on soit Mishénichna Sadar, qu'on soit conscient que En Davara, et qu'on soit Marbim Besimcha dans chaque maison Bezrat Hachem et pour tout le clan Israël. Shabbat Shalom.